Bienvenue dans cette vidéo. Pendant les 3 dernières années, j'ai analysé et créé plus de 300 tunnels de vente. Et il y a un truc que j'ai compris, c'est que si tu vends du coaching, de l'accompagnement, de la formation à étiquette, le meilleur moyen de vendre, c'est en utilisant les tunnels de vente. Si tu regardes les gros leaders de marché qui font des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'euros par mois, ils utilisent un tunnel de vente. Et quand ils ont commencé, ils avaient aussi un tunnel de vente. Ce qui va changer, c'est la complexité de ce système, la team qui va être nécessaire et les ressources qui vont être nécessaires pour gérer ce système. Mais il y a des étapes intermédiaires par lesquelles on va passer pour pouvoir construire cette machine. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comme tu peux voir, on a pas mal de choses à parcourir. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc, si tu es prêt, on va vraiment apporter que de la valeur sur la partie high ticket. Le low ticket, évidemment, ça se vend aussi en tunnel de vente, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse sur la partie high ticket où le closing est nécessaire. Première chose que je voulais qu'on voit ensemble, c'est quoi un tunnel de vente. Clairement, contrairement à un site où tu arrives dessus, tu ne sais pas quoi faire, à part en e-commerce, tout ça, c'est bien différent. C'est le chemin qu'une nouvelle personne emprunte lorsqu'elle interagit avec votre marque et qu'elle n'a pas conscience de vous et surtout de votre offre. Donc ça, c'est la partie haut du tunnel. Et elle va se déplacer vers le bas du tunnel pour monter en niveau de conscience du problème, de la solution et du produit pour devenir un client payant et surtout un client récurrent. Donc ça se dessine ainsi. Ils sont ignorants du problème, c'est la plus grosse partie du marché, conscients du problème, puis conscients de la solution. Et ensuite, c'est là que c'est vraiment très lié à l'entreprise et à votre marque, conscient du produit pour en soi devenir ensuite client. Et si on regarde ici, si tu veux bien marcher, plus on est en haut du tunnel, plus le coût d'acquisition va être élevé. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de convaincre quelqu'un qui est conscient du produit, d'accord, même conscient de la solution, et encore plus de convaincre quelqu'un qui est déjà client de le faire redevenir client. On ne va pas devoir déployer toutes les ressources qu'on a eu besoin pour faire passer une personne à travers tout le funnel. Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc, il y a des contenus qui vont vraiment être orientés top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel, d'accord? Ensuite, on a des erreurs classiques qu'on retrouve souvent quand les gens veulent démarrer un tunnel de vente ou bien l'améliorer. C'est de se dire, OK, l'erreur numéro 1, ça va être de mettre en place des ads. Mais les ads, c'est juste de l'essence, c'est un multiplicateur. Si de base, tu as quelque chose qui ne fonctionne pas, 0 fois quelque chose, ça fera toujours 0. Donc, il faut bien comprendre ça. Forcément, si tu mets en place des ads, ton coût d'acquisition va augmenter. Passer du temps, certes, il faut du temps humain, etc. Mais si tu dois mettre de l'argent à chaque fois dans la machine pour obtenir un client, il faut prendre ça en compte, que ton coût d'acquisition va augmenter. Et puis, tu as aussi une augmentation du management, que ce soit pour la partie création des ads, des créatives, et qui aujourd'hui, c'est important de faire du volume pour pouvoir tester. C'est insane ce qui se passe aux États-Unis au niveau du renouvellement des créatives. Et manager tous ces ads, voir les winners, couper les losers, etc. Donc, avoir validé l'offre et avoir un volume d'audience cible suffisant et des événements de conversion suffisants et pertinents. Dans votre tunnel, il va se passer des choses, il va se passer des événements, d'accord? Si on n'a rien à donner à manger aux algorithmes, ça va être compliqué pour eux de cibler. Donc, c'est quand même important déjà d'avoir soit du contenu en organique et donc prendre l'audience qu'on a sur des Reels ou des choses comme ça, créer des audiences similaires pour pouvoir nourrir l'algorithme. Donc, il faut avoir suffisamment de volume déjà sur ces contenus organiques ou alors avoir un fichier client qui est suffisamment gros, au minimum, on va dire 300, 500 personnes. Donc, souvent, si on a moins de ça, ça va être compliqué de nourrir les algorithmes de manière qualitative. Donc ça, c'est important à prendre en compte, de ne pas forcément se dire, je vais lancer des ads, donc les gens vont venir à moi. Si les algorithmes ne sont pas capables de cibler les bonnes personnes et qu'on n'a pas les bonnes datas à donner, ça va plutôt être de la merde qu'autre chose. Donc, erreur numéro 1, attention sur les ads et avoir quelque chose à donner, à manger aux algorithmes. Ensuite, l'erreur numéro 2, c'est de se dire, OK, soit je fais des ads, soit je fais du content, soit je fais du call outreach. Il y a plusieurs stratégies et aujourd'hui, je pense qu'il faut surtout multiplier les stratégies et prendre le meilleur de chaque monde. Travailler avec les ads si on a les fonds et si on a déjà des bonnes datas à donner aux algorithmes. Je le mets en grand ici, bien entendu l'organique, que ce soit pour faire du reach, pour faire la génération de leads, mais aussi pour construire l'autorité de marque, éduquer, etc.
Hein. On voit que c'est de plus en plus pertinent l'organique par rapport à l'Ads. L'Ads, pour différentes raisons, la trust au niveau des gens qui est en train de chuter et des problèmes qui sont en train de se résoudre avec différents outils, mais pareil, bah, il faut investir, il faut avoir les compétences techniques, parce qu'il y a des problèmes de tracking depuis les mises à jour, par exemple, de iOS, ou la disparition tranquillement des cookies. Donc, les ads, le niveau de compétence est quand même plus important qu'avant et le niveau de ressources aussi qu'on doit mettre en place pour avoir des ads performantes est plus important. Le cold outreach, bah alors, certes, il faut avoir la compétence pour être capable de contacter les gens, bien le faire, avoir le temps, pareil. Donc, des fois, certains sont quand même beaucoup plus pertinents à faire de l'organique qu'à aller faire du contact à froid. Mais c'est une stratégie comme une autre pour ceux qui sont à l'aise ou qui sont dans des niches qui sont pertinentes pour ça. Des niches où c'est moins pertinent l'organique parce que la cible, elle est moins présente sur les réseaux sociaux, dans certains secteurs du B2B, par exemple. Donc, le cold email, cold phoning, c'est quand même le bienvenu dans ces moments-là. Le setting, donc c'est vraiment aller taper les gens, enfin aller au contact des gens. Par exemple, on a du contenu qui se fait, les gens like, les gens, comment dire, commentent. Allez leur parler. Proposer des choses en story, des lead magnets. Allez parler aux gens directement après les automatisations. Voilà, le setting, c'est vraiment très, très, très puissant quand on a peu de ressources et même quand on commence à en avoir. Mais c'est, on va dire, un cousin de la prospection. Mais ce qui est bien, c'est que les gens sont déjà en contact avec nous. Ils nous connaissent, on ne tombe pas du ciel. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile de rentrer en contact avec les gens, d'avoir une réponse. Donc, setting très performant. Et il existe quand même d'autres parties, hein, la partie affiliation, hein, se faire recommander, et la partie sponsor, juste pour les évoquer, ce ne sont pas ceux qu'on parlera le plus souvent ensemble, en tout cas en ce moment. Donc, toutes ces stratégies sont disponibles, et comment on va orchestrer ça derrière. Erreur numéro 3, la construction d'avant en arrière. C'est-à-dire, quand on construit son tunnel, il faut se dire quelles sont les étapes primordiales. On va les voir juste après, mais quelles sont les étapes primordiales pour qu'il se passe une vente? Ok, il doit se passer ça, il doit se passer ça. Ok. Et souvent, en fait, ce qu'on voit, c'est que les gens construisent leur tunnel en observant des gens qui sont beaucoup plus avancés qu'eux et qui ont un système qui est beaucoup plus complexe. Par exemple, ils se disent, ok, bah, faut faire plein de lead magnets. Très bien. Mais bon, est-ce que c'est vraiment le premier truc que tu dois faire? Peut-être pas. Et en fait, la construction d'arrière en avant, c'est de se dire quelles sont les étapes primordiales les plus proches de la vente. Le lead magnet, c'est pas ce qui est le plus proche de la vente. Ce qui est le plus proche de la vente, dans notre cas, c'est le closing. Avant le closing, c'est la prise de rendez-vous. Ok, donc déjà, on a 2 étapes avant de créer des lead magnets. Et construire son tunnel d'arrière, ce qui est le plus proche de la vente, et de s'écarter tranquillement de la vente pour revenir à notre tunnel. On part de qu'est-ce qui est le plus proche du client et on remonte notre tunnel, d'accord, pour aller chercher ceux qui sont ignorants du problème avec des lead magnets par exemple, du content, etc. Mais la construction se fait, alors moi je dis d'avant en arrière parce que je vois le tunnel comme ça, mais on pourrait dire du bas vers le haut si on pense à notre tunnel de cette manière-là. Ok? Donc c'est ce qu'on va voir, on va construire d'arrière en avant ou du bas vers le haut. L'erreur numéro 4, ça va être l'imprécision au niveau de la cible et de l'offre. Il faut vraiment travailler sur une cible, un problème, un seul chemin. C'est vraiment la base du tunnel de vente. Pourquoi, si aujourd'hui tu vends des programmes, des formations, du coaching, du service, c'est moins pertinent d'avoir un site? Ça dépend, évidemment, surtout sur la partie service, hein, on va faire un point là-dessus après. Bah, les gens qui viennent, tu les as touchés pour un problème. Et puis quand ils voient que tu parles d'autre chose, hop, j'allais dire le mot en anglais, ça disperse l'attention, d'accord? Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une cible, un problème, un chemin pour je t'ai attiré par ce problème, cette solution, et on ne parle que de ça et on ne va que vers ça, d'accord? Pour les problématiques de plusieurs offres, attention sur la partie formation, évitez de trop éclater, essayez de faire plutôt quelque chose de cohérent avec peut-être des upsells qui se passent en back-end plutôt que de mettre tout en front et dire voilà tout ce qui est disponible pour toi, prends ce que tu veux. Ça... Voilà, je préfère que tu aies un truc en front qui marche très bien, que tu vas vendre assez cher. Et après, une fois que les gens ont atteint ce palier, quelle est la suite logique et faire des upsells en back-end. Et en plus, c'est déjà des clients, c'est plus facile à vendre. Ok. Donc pour la partie agence, en agence, c'est vrai que souvent, il y a quand même plus de services qui sont possibles, d'accord? C'est difficile souvent d'être juste sur un monotruc ou alors de faire un très, très gros produit et comment dire, cibler un problème et cibler un résultat. Et dedans, en fait, il y a une architecture de solutions qui sont les solutions qu'on propose.
Mais je sais que dans certains cas, je pense par exemple à certaines agences d'acquisition où on n'a pas besoin de tout. On a juste besoin d'un service. Est-ce que tu peux me le rendre? Ça et ça, c'est déjà internalisé ou j'en ai pas besoin, par exemple. Et donc, ça permet quand même de faire des clients. Donc, sur l'agence, l'erreur, c'est on cible tous les problèmes et on dit qu'on fait tout au même endroit et c'est le seul appel à l'action qu'on fait. Voilà, si tu veux faire ça, 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 nous on fait ça. Si tu as ce problème, ce problème, ce problème, nous on fait ça. L'idée, c'est de vraiment segmenter dans son discours. Alors, je m'y cible, hein, ça peut être des cibles qui sont communes, mais c'est surtout des cibles pour le problème. C'est cible problème, quoi. OK. Et donc, faire cible 1, problème 1, solution 1 dans ces appels à l'action. 2, 3, 4 qui ramènent vers la partie des closers qui savent gérer ensuite, si tu as un formulaire juste avant, pour savoir qu'est-ce qui va se passer avec ce prospect-là. Mais c'est une meilleure communication. Je prends l'exemple d'ailleurs de Kudak Théo Lyon, qui fait ça maintenant sur sa chaîne vraiment axée sur son agence d'acquisition. Ces appels à l'action sont différents et s'adressent à des problématiques différentes quand il fait un appel à l'action. Mais le calendrier derrière, c'est le même, d'accord? Le travail des closers, après, c'est de trier. Donc, penser à ça, vraiment de segmenter au niveau de ces appels à l'action en fonction des problèmes pour vraiment créer un seul chemin. Tu as un problème, il y a une solution. Tu as un problème, il y a une solution. OK? Maintenant, on va rentrer dans le sérieux. On va voir comment on va construire notre tunnel à étiquette au fur et à mesure qu'on va faire grossir l'entreprise et que nos ressources vont se développer, et que nos moyens vont se développer, nos skills internes vont s'implémenter. OK. On ne va pas parler du trafic, d'accord? On va juste parler de la partie conversion. La première étape quand même qui est simple, c'est tout simplement de mettre son calendrier, d'accord? Avec un surtitre, je ne sais pas si ça se dit, le market call-out. Comme ça, ça permet de faire de l'inclusion et de l'exclusion de marché. Donc, on appelle les gens, genre, tu es une maman de 45 ans, j'en sais rien, d'accord? Tu es infopreneur, consultant, ok, tu connais. Tu es une entreprise technologique qui fait plus de 10 millions de chiffres d'affaires, ok, tu fais un market call-out, tu appelles le marché. Ensuite, on va avoir une value proposition au niveau de l'offre et ensuite un sous-titre qui va retirer les peines. Genre, pour rester classique, que tout le monde comprenne, perdre 2 kilos, perdre 20 kilos en 2 semaines, j'en sais rien, sans aller à la salle, sans avoir besoin d'aller à la salle, d'accord? Moi, par exemple, je déteste la musculation, pousser de la fonte et tout. J'adore le sport, mais je déteste la salle de cette manière-là. Donc moi, quand tu me demandes des trucs de sport, faut m'enlever la salle de l'équation, par exemple. Donc, on enlève les peines, ok? Ensuite, calendrier. Si tu as de la social proof, tu la rajoutes en bas. Et on avance ensuite sur la personne à réserver. On met en place une séquence simple de rappel, confirmation de rendez-vous et des SMS ou des emails ou les deux qui rappellent à la personne que son rendez-vous a bien lieu avec les liens de connexion, tout ça bien propre. Tu peux rajouter, si tu le veux, ici, ton formulaire pour pouvoir trier les gens ou du moins avoir des informations en amont sur eux. Je te conseille de mettre des choses simples, c'est-à-dire des checkbox ou je ne sais pas comment ça s'appelle, mais des listes à puces, voilà, qui sont faciles à répondre et pour limiter la friction au moment où j'ai pas envie de raconter ma vie et d'écrire un pavé, d'accord? Donc, essaye de simplifier ça au max et utiliser aussi ton formulaire pour disqualifier au niveau du market call-out, au niveau de l'âge, au niveau des revenus, par exemple, au niveau, je sais pas, si tu dans le coaching sportif, peut-être des contraintes physiques que la personne ou des problèmes de santé qu'elle a. Enfin bref, utiliser ce formulaire pour ça dans ton intérêt et d'avoir une image claire de qui tu vas avoir en appel. Donc ça, c'est le niveau 1. Au niveau du tracking, qu'est-ce qu'on va faire? On va traquer la source. Alors, soit tu trouves un moyen de le faire, par exemple, sur Go High Level. Tu as 14 jours d'essai gratuit d'ailleurs en description si tu veux avec le lien. Tu peux utiliser Go High Level pour mettre dans ton formulaire la source, c'est invisible et en fait ça te permet de savoir ça. Ou tu le fais à la main au début quand tu n'as pas de gros volume, c'est-à-dire tout simplement tu demandes à la personne dans ton appel comment tu m'as connu, par où tu es arrivé, d'accord? Et hop, toi tu traques ça pour comprendre, ok, c'est mon contenu Instagram qui marche, c'est mon contenu YouTube, c'est mon contenu LinkedIn, c'est mon contenu Twitter, etc. TikTok, j'en sais rien, ok? Tu traques la source pour savoir, ok, aujourd'hui, mon trafic vient de là, donc j'ai quand même de l'intérêt à mettre de la vélocité sur ce trafic, sur cette zone-là de source, parce que ça fonctionne. Qualité de l'avatar, bien sûr, tu peux le faire du coup aussi avec le formulaire, mais aussi te rendre compte, est-ce que les gens qui arrivent en appel, ils sont qualifiés? Ça veut dire du coup que tu vas peut-être devoir faire une réorientation de contenu, peut-être plus spécialisé, peut-être plus large, j'en sais rien,
pour te rendre compte si ça a de l'impact sur la qualité des personnes qui arrivent. Mesurer le trafic qui passe sur cette page, évidemment, pour pouvoir faire des pourcentages de booking, des pourcentages de closing, des pourcentages ensuite de show-up. Et traquer, encore une fois, si tu le fais avec Go High Level, c'est juste trop bien. Je sais, il y a System.io et compagnie, mais les gars, ils sont à la rue par rapport au pricing de Go High Level et ce que tu peux tout faire avec Go High Level. Go High Level, tu pourras scaler à 500 000 si tu veux, tu vois. Avec System.io, ok. C'est juste mon avis. Event de conversion, du coup, que tu vas pouvoir en fait utiliser en préparation des ads. On a dit tout à l'heure que la problématique des ads, c'est d'avoir quelque chose pour nourrir, d'accord? Donc là, on n'a pas le trafic. Je ne te conseille pas d'avoir d'ads si tu n'as pas nourri les algorithmes. Tu vas perdre de la thune pour rien, d'accord? Et par contre, ce qu'on peut faire dans la construction de tout ça, c'est commencer à se préparer pour nourrir les algorithmes. Donc, utiliser des events dans ton CRM, l'API de conversion, pour voir les gens qui réservent des bookings et mettre aussi, ça tu peux mettre des fichiers clients, mettre tes ventes, d'accord? Donc, pouvoir traquer ça ensuite et nourrir les algorithmes avec ça. Niveau suivant, on va commencer à ajouter la partie VSL, d'accord? Donc, première partie, tu as vu qu'il n'y a pas de VSL parce que on est juste sur le contenu. Si les gens veulent travailler avec toi, ils n'ont pas besoin non plus tu l'as fait dans le contenu, ils n'ont pas besoin d'une persuasion maximum. Tu connais la courbe, d'accord? Les early, d'accord? Tu as beaucoup moins de travail de persuasion à faire que quand tu commences à vouloir aller chercher une grosse part de marché, ok? Donc, la VSL, on commence à l'introduire ici pour jouer sur les points psychologiques, présenter l'offre, présenter ce qu'on fait, présenter la problématique, la solution, pourquoi c'est intéressant, qu'est-ce que je peux t'apporter, etc. Et avec de la social proof, toujours notre système de surtitres, titres, sous-titres, sauf que là, on est sur la value proposition, on est sur la value proposition de la VSL, d'accord? Dans la fin de la VSL, on fait un appel à l'action vers la value proposition de l'offre. Et on se retrouve avec notre système qu'on avait avant, notre calendrier, formulaire. Ensuite, ici, on a Thank You Page, d'accord? On peut mettre en place une séquence d'engagement de la Thank You Page, c'est-à-dire que si les gens ne regardent pas la vidéo, d'accord? On envoie une séquence d'engagement qui a deux intérêts. Il faut qu'ils voient cette vidéo, d'accord, de remerciement. On va un petit peu plus parler de l'offre et de ce qui va se passer, remercier au passage, ok, de la réservation. Et on va surtout essayer d'obtenir une réponse, tout simplement par mail, d'accord, pour augmenter le niveau d'engagement, d'accord. Tout ça, ça se passe avant le closing, ok. Toujours notre petite séquence de rappel de rendez-vous avec le lien de la conférence ou de la visio qui sera indiqué. Et l'idée de cette Thank You Page, en fait, c'est d'avoir cette notion d'open loop, c'est-à-dire j'ai réservé, boum, ça ne s'arrête pas. On laisse ouvert quelque chose, il y a une séquence qui se passe. Tu peux même penser à ajouter des ressources ou une vidéo privée, tout ce que tu veux. C'est pour alimenter et rester, et que la boucle reste ouverte jusqu'à l'appel de closing, augmenter l'engagement. D'accord? Quand on fait ça, le taux d'engagement, le taux de show-up est vraiment plus important. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Et pourquoi ici, on ne met pas d'opt-in? Tu l'as remarqué, ici, on ne prend pas le mail, on ne prend pas le téléphone. Pourquoi? Première chose, c'est si tu n'as pas de séquence email qui est prévue derrière, récupérer les emails, on s'en fout un peu, parce que tu ne vas pas travailler les gens, tu ne vas pas essayer de les ramener en appel, d'accord? Donc, les emmerde pas à prendre leur mail. Oui, tu peux construire ta base email, oui, tu peux nourrir les algorithmes. Sur du high ticket, on ne va pas non plus taper 1000 personnes dans les premiers mois de notre business, d'accord? Donc, au niveau du volume, pour nourrir les algorithmes, ce n'est pas forcément pertinent. Mais je comprends l'argument. Ce n'est pas la strat ici. La strat ici, c'est vraiment de réduire la friction, augmenter le nombre de volumes qui va voir la vidéo, d'accord? On va peut-être un petit peu diluer la qualité des gens, mais au moins tout le monde voit la vidéo. Il y a des gens qui la flemme de mettre mon email ou mettre mon téléphone, puis dès qu'ils commencent à regarder la vidéo, si elle est bien construite, la VSL, tu les convaincs, tout simplement, et ils peuvent aller derrière en appel de booking. Okay, donc c'est ça le projet de ne pas mettre d'opt-in. Donc s'il n'y a pas de séquence d'email prévue, ça ne sert à rien. D'accord? Et pareil, s'il n'y a pas de setting derrière qui est prévu, ça ne sert à rien non plus. Si tu prends pas le numéro de téléphone, si tu prends le numéro de téléphone, mais que derrière tu n'appelles pas les gens, on s'en fout en fait de prendre leur numéro de téléphone. Ok, ça alimente ta base de données, c'est cool. Comme je te dis, on n'est pas sur des volumes comme sur du low ticket.
Donc, perdons pas de temps avec ça et enlevons la friction. Ok? Donc, c'est réduire la friction. Et donc, pourquoi? Eh ben, ça nous permet aussi de savoir, est-ce que c'est l'opt-in qui va bloquer? Parce que si tu mets l'opt-in et qu'on baisse au niveau de la conversion, on se dit, ok, c'est l'opt-in, mais on n'a pas pu juger si c'était la VSL. D'accord? Parce qu'on n'a pas pu juger que c'était la qualité du trafic. Donc, on commence par la qualité du trafic. Est-ce que c'est la value propre ou la VSL qui bloque? Et ensuite, est-ce que c'est l'opt-in? D'accord? Donc, on commence d'abord par pas mettre d'opt-in pour ça. Et donc, si on arrive à un calendrier full, on va pouvoir commencer à complexifier à nouveau et à ajouter l'opt-in ici. Excuse-moi, on va s'arrêter là. Je ne l'ai pas mis, zut. Au niveau du tracking, ah si, pardon, c'est là. Au niveau du tracking, ici, on a la même chose. On va juste rajouter un show-up au niveau de la réponse à la séquence d'engagement, d'accord? Et un event de conversion au niveau de la VSL, ok? Donc, on continue de complexifier. On ajoute l'opt-in maintenant. L'opt-in, qu'est-ce qui se passe? On récupère l'email et le téléphone. Là, on arrive au stade, on a notre calendrier rempli, donc on fait de l'argent, d'accord? Donc, maintenant, si les gens ne veulent pas mettre leur email et ne veulent pas mettre leur téléphone, c'est peut-être qu'ils ne sont pas forcément qualifiés, ok? Donc, email plus téléphone, qui va nous permettre de, j'ai oublié ici, séquence email pour amener vers un booking, plus du call setting pour amener vers le booking. On travaille avec les deux. Et bien entendu, quand un est passé dans le call setting et a réservé un appel, on coupe la séquence de mail pour pas l'embêter. Ok? Par contre, si une personne n'est pas passée dans le call setting et par la séquence email a réservé un appel, elle va passer dans le process du hot setting, d'accord? Parce qu'elle a réservé un appel. Juste pour vérifier sa qualification. Donc le travail du hot setting, c'est surtout de disqualifier les gens et donc d'améliorer le taux de conversion et de réduire le taux de closing ou de conversion, ça se rejoint, ou de réduire ce temps-là et donc d'optimiser les ressources au niveau de l'appel de closing. À cette étape, je te conseille de surtout, toi, essayer de rester au niveau des appels de closing et pas de faire les settings, etc. La valeur, elle est surtout là. La personal brand, si elle est présente, c'est là qu'on veut qu'elle soit présente. Parce que aussi, ça te permet d'être au contact de tes clients, au contact des objections. Et donc, de mieux comprendre comment construire, améliorer ton produit, comment mieux le vendre, etc. au niveau de ton messaging. Donc, c'est là où tu dois rester le plus présent tant que c'est possible et tant que tu n'as pas les ressources pour pouvoir mettre d'autres personnes à cet endroit-là. OK? Donc, ça reste pareil. Et on a juste, en gros, inséré le setting. Ce qu'il faut comprendre au niveau de la séquence mail VSL to booking, l'idée, c'est d'augmenter le booking. Donc, ici, c'est d'augmenter le booking automatique. Et le call setting, c'est également d'augmenter le booking. Ceux qui passent en séquence email, je te l'ai dit, hot setting. Et donc, tout ça, ça va nous améliorer la qualité des appels et améliorer le pourcentage de closing. Au niveau du tracking, maintenant, on va commencer à rajouter pas mal de choses. Évidemment, on traque le pourcentage d'opt-in, le pourcentage de setting to booking, d'accord? Donc, ça, c'est à la partie ici, d'accord? Setting to booking, ici, ok? Setting to disqualification, pour se rendre compte dans le volume qui passe et qui réserve à quel point on disqualifie les gens, pour mesurer la qualité toujours de notre trafic, ok? Le pourcentage de hot setting to close, donc c'est une fois que les gens sont passés par le hot setting, à quel point on améliore le taux de closing, ok? Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va avoir une petite séquence ici de no-show. Si les personnes ne sont pas présentées, les relancer, leur dire, voilà, est-ce que tu as eu un problème, etc. Si tu veux, tu peux reprendre un appel. Et la séquence aussi de relance pour les gens que tu n'as pas réussi à closer et envoyer une séquence de relance. Donc, c'est mesurer le pourcentage de récupération du no-show et le closing quand les gens sont revenus du no-show. D'accord? Les gens ne se sont pas présentés, on les relance pour le no-show. À quel point ces gens qui n'étaient pas venus et qui sont revenus, on les close. Et sur la partie relance, enfin récupération au niveau de la relance, pareil, mesurer le pourcentage de gens qu'on a reclosés au bout du rendez-vous 2, 3, etc. Ça, c'est important. OK? Ce qu'on rajoute maintenant au niveau de la team, bah forcément, ce sont des setters. OK? Excuse-moi. On rajoute des setters en daily. Alors, quand je mets daily, on pourrait dire continu. Enfin, voilà, c'est des gens qui sont là, qui sont présents tout le temps. Et au niveau du copywriting email,
Tu n'es pas forcément obligé de l'internaliser tout de suite, hein. Tu peux juste demander d'écrire ces séquences et de le faire en one shot. Et on verra après qu'on va ajouter d'autres choses, mais tu peux travailler de cette manière-là. Et comme je t'ai dit, pas forcément prendre des closers tout de suite, vraiment le faire que quand tu es saturé au niveau du closing. Plus tu vas rester au contact à cette zone-là, mieux tu vas connaître ta cible, mieux tu vas connaître les problématiques, etc. Il y a vraiment beaucoup de data à récupérer à cet endroit-là. Continuons la complexification et la professionnalisation de ce système de conversion. Donc, on a la même chose. Ce qu'on va rajouter maintenant, c'est juste une partie présentation de l'offre. La thank you page va plus dire ce qui va se passer, proposer un peu plus de contenu, un peu plus de valeur, etc. Juste pour de maintenir l'engagement jusqu'à l'appel de closing. La présentation de l'offre ici, c'est vraiment de simplifier le closing, que le closer n'ait plus justement à expliquer ce qui va se passer au niveau de l'offre, mais plutôt de le faire en amont par la personal brand en plus de ça. Donc ça, pareil, ça veut dire que maintenant, normalement, tu as les ressources pour pouvoir prendre des closers et avoir délégué cette partie pour te dégager de la partie sales teams, d'accord? Et puis travailler sur ton business. Donc, au niveau du tracking, on va mesurer maintenant le pourcentage de close, et une fois qu'on a présenté l'offre, le pourcentage de close qui s'améliore, d'accord? Et au niveau de la team, maintenant, on a des closers qui sont en daily, qui sont vraiment dans l'équipe et qui prennent les appels de closing. Dernier niveau, et là, c'est vraiment un petit twist pour venir optimiser, et même quand tu es sorti de l'opérationnel, c'est quelque chose qui ne va pas prendre beaucoup de temps si c'est bien automatisé et bien processisé par ton équipe, c'est de rajouter au niveau de l'appel de closing. Si la personne n'est pas closée, ton closer va remplir un formulaire de closing que tu vas recevoir en tant que personal brand. OK ? Donc, il va parler des objections qui n'ont pas réussi à être gérées, les problématiques, etc. Décrire bien la personne pour aller en fait, ce qui n'est pas forcément évident à faire dans la partie relance en email, d'accord ? Ça peut se brainstormer, mais là, c'est encore plus puissant, de personnaliser la gestion de l'objection et la deuxième partie du closing par la personal brand. Pas par le closer qu'on ne connaît pas forcément, qui n'est pas forcément exposé avec la marque, mais la personal brand, elle s'expose, d'accord ? Et donc, de personnaliser le closing, un truc de 2-3 minutes, maximum, vidéo enregistrée sur Loom. J'ai vu que tu étais passé en appel de closing, que tu avais des questions par rapport à ça, ou des doutes, ou tu n'avais pas bien compris ça. Et boum, la personal brand vient gérer ces objections pour le client qui est non closé, pour le ramener vers un appel de closing et améliorer du coup le nombre de ventes globales. Donc, ce qu'on traque ici, c'est le pourcentage de rescue close, on va dire personnalisé, personal brand. OK ? Au niveau de la team, ça ne bouge pas. Peut-être que ça grossit, mais en tout cas, au niveau des corps, ça ne bouge pas. Et une fois que tu as quand même atteint ce stade, à mon avis, tu fais pas mal d'oseille. Je vais te donner un exemple. Nous, on appelle ça du coup Express Funnel, High Value Funnel, Leader Presentation Funnel. Donc, on t'aide à l'implémenter, on t'écrit les VSL, on t'écrit les séquences email, on t'aide sur tout le copywriting, sur les créas, sur la stratégie. Et ce tableau est quand même super cool parce que ça te permet de savoir, OK, attends, si je dépense un peu d'AS là-dessus, mon coût par clic, etc. et de te rendre compte de ce que tu dois faire comme métrique pour atteindre tes chiffres d'affaires. Donc, si tu veux télécharger tout ce plan-là et le tableau, je t'ai mis un lien dans la description. Tu as juste à mettre ton email et je t'envoie ça directement. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu veux travailler avec nous, tu prends un appel dans la description et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!